Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. À suivre dans un instant les travaux de la Commission des finances consacrés au prélèvement à la source, une révolution qualifiée d'historique par le gouvernement qui va être inscrite dans le projet de loi de finances 2017 et qui entrera en vigueur à partir de janvier 2018. Alors pour le gouvernement, je vous le disais, c'est une révolution qui va tout simplifier, qui va permettre aux contribuables d'avoir des impôts qui concernent exactement leurs revenus actuels, également d'avoir à la fin du mois une fiche de paye avec le net disponible à la consommation. Au contraire, du côté de la droite, bien sûr, on est critique. La droite critique notamment le système pour lequel le gouvernement a opté, c'est-à-dire un calcul effectué par les entreprises, source, selon elle, de complications administratives pour ces dernières. Quant aux syndicats de l'administration fiscale, vous allez le voir, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils sont dubitatifs. En effet, pour eux, cette réforme n'est pas simple. Au contraire, elle va être extrêmement complexe à entrer en place. Également, ils estiment que cette réforme n'est pas la grande refonte du système fiscal qu'ils appellent de leur vœu. Il s'agit simplement de modifications, de changements dans les modalités de prélèvement. Voyez donc tout de suite leur audition devant les sénateurs de la Commission des finances. J'attire votre attention que sur le fait que, comme effectivement dans le dispositif de prélèvement à la source, il n'y aura plus de possibilité de faire du gracieux, d'accord ? Même si il peut y avoir du gracieux à salaire constant ou élevé, mais avec des charges qui augmentent dans l'année, je ne sais pas, vous avez un salaire qui ne bouge pas, vous avez, je ne sais pas, un enfant ou un ado, un enfant qui rentre en fac, vous avez des problèmes pour votre maison, etc., n'importe quoi, vous avez des charges qui augmentent. Donc vous demandez à avoir la possibilité de... Parce que les contribuables, nos administrés, c'est très simple, la seule chose sur laquelle ils vont bouger, je vais essayer de voir si aux impôts, je ne peux pas avoir une petite restructuration, un petit délai, etc. Ça sera terminé. Par contre, je peux vous assurer, et ça a commencé maintenant, je peux vous assurer que le gracieux qui n'aura pu être fait pour l'impôt sur le revenu va se rapporter sur les impôts locaux. Et ça a commencé dans la période, puisque les rôles ont commencé à sortir. Voilà, je ne vais pas plus long parce que... Oui, est-ce que si vous êtes sur cette ligne, est-ce que vous avez des compléments à apporter les uns ou les autres? Je pense que ce serait plutôt ça, Monsieur Dorigny, Madame Fauvel, voilà, un complément sur ce qu'a dit votre collègue, puisqu'apparemment vous êtes un peu, si j'ai bien compris, sur des logiques qui se retrouvent. Oui, je ne vais pas répéter ce qui a été dit. Quelques éléments complémentaires ou des questions auxquelles François-Xavier n'aurait pas répondu. Par exemple, s'agissant d'avancer la déclaration au mois de mars, est-ce que ça peut poser des problèmes? Évidemment, ça va poser des problèmes puisque déjà au mois de mai, on a un certain nombre de contribuables qui nous appellent et qui n'ont pas d'éléments suffisants pour établir leur déclaration de revenus. Ça peut être par exemple des éléments provenant de leur syndic de copropriété ou d'autres éléments. Donc il est évident que le ramener au mois de mars posera des problèmes techniques pour les contribuables. S'agissant, j'aurais rajouté quelques mots sur l'accueil. Il est évident, je pense qu'il faut quand même bien avoir en tête de ce qu'est la psychologie du contribuable, et c'est tout à fait normal. Nous sommes tous sensibilisés à la matière fiscale de par nos fonctions. Ici autour de la table. Ce n'est pas le cas des citoyens et c'est tout à fait normal. J'ai pour ma part travaillé dans un grand service d'accueil de la DGFiP et évidemment, on va avoir énormément de sollicitations, et sollicitations toutes simples. Au 1er janvier 2018, lorsque un salarié va se rendre compte qu'il n'a plus le même salaire qu'en décembre 2017, il va se poser des questions, il va aller voir son service comptable, va dire c'est le prélèvement à la source, où il n'y a pas de service comptable, il va appeler les impôts. Lorsque le contribuable va acheter une fenêtre et que l'artisan va lui dire qu'il a le droit à un crédit d'impôt et qu'on lui prélève l'impôt directement sur son salaire le jour J et que son crédit d'impôt, il va falloir qu'il attende 1 an pour le percevoir, il ne va pas aller voir Pierre, Paul ou Jacques, il va aller voir les services des impôts pour qu'on lui explique pourquoi. Lorsque vous avez toute une série d'événements dans votre vie qui sont extrêmement importants et qui peuvent toucher le montant du prélèvement, ils vont forcément se retourner vers les services fiscaux
et ça va être tout à fait impossible de satisfaire la demande des contribuables. Autre point également s'agissant de l'accueil qui va poser problème et qui risque là d'être plus délicat s'agissant du rapport entre le contribuable et les services fiscaux, c'est que on a, avec le prélèvement à la source, une forme de renversement de la charge de la preuve. Aujourd'hui, le contribuable déclarait ses impôts, les services fiscaux lui calculaient l'impôt et ensuite il payait l'impôt. C'est-à-dire qu'il avait le temps de dire « ah ben attention, vous êtes trompé, etc. » C'est lui qui avait déclaré. Là, c'est tout à fait l'inverse. On va lui prélever et après lui avoir prélevé, il va faire une déclaration. Et après, il va falloir qu'il réclame l'erreur éventuelle qui aurait été commise soit par les services des impôts ou par son entreprise. On voit qu'on est dans une toute autre démarche et qui posera problème car on aura des contribuables qui ne seront pas très ravis, qui vont nous appeler, pour lesquels on aura prélevé à tort un certain nombre de mois d'impôts. Donc faut quand même avoir en tête qu'il va y avoir des conséquences extrêmement concrètes et qui seront nombreuses. Tout dernier point pour ne pas être trop long, parce qu'on nous dit, on nous rabâche sans arrêt, il y a 90% des gens, ça va très bien se passer, etc. C'est exactement comme si en matière de santé publique, on nous disait dans les hôpitaux, mais vous inquiétez pas, il y a 90% des gens en bonne santé. Sauf que nous, les personnes qu'on reçoit, sont les personnes qui ont des problèmes. Et ce sera ces 10%-là qui vont venir. Et on ne sera pas en capacité d'assumer ces 10% qui viendront nous voir. Alors, rapidement, pour ne pas vous faire perdre de temps et répéter, ce qui a été dit par les uns et par les autres qu'on partage, moi j'aurais deux petits ajouts. Alors pour répondre à monsieur de Montgolfier, donc sur la question de la mensualisation, de rappeler qu'aujourd'hui le système de mensualisation est beaucoup plus souple en termes d'ajustement que ce qui est proposé dans le projet de loi de finances, s'agissant donc du changement du niveau des acomptes, qui est très encadré. Donc François-Xavier l'a rappelé, aujourd'hui, en termes, et notamment sur le délai d'attente pour que ce soit effectif, le changement, qui est beaucoup plus long que ce qui se fait aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes mensualisé, vous intervenez avant le 15 du mois en cours auprès de nos services, c'est effectif le mois suivant pour votre prélèvement. Mais attendez, combien le font? Il y en a qui le font. En tout cas, la possibilité est ouverte et demain, elle ne le sera plus, ou si elle l'est, elle sera excessivement encadrée, plus que ça ne l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, le contribuable, il a une seule obligation, ne pas se tromper de plus de 10% au regard de ce qu'il a anticipé sur le calcul de son impôt futur. Je pense que c'est quand même à la portée de quiconque veut faire modifier ses acomptes mensuels. Ça, c'est le premier point. Ensuite, sur les relations dans l'entreprise. Ça risque de modifier très sérieusement les relations dans l'entreprise. Alors moi, je ne parle pas des grosses, je ne parle pas des grands groupes qui, eux, de toute façon, trouveront toujours les moyens de s'en sortir. Dans une PME ou une TPE, quand vous avez, par exemple, la personne qui fait la comptabilité, qui prépare les payes, eh bien, quand elle va voir, parce qu'elle le verra, même si elle ne peut pas le dire, quand elle verra que son collègue qui travaille dans l'atelier et qui gagne un petit peu moins qu'elle, et elle gagne un peu plus parce qu'elle exerce un emploi un peu plus qualifié, quand elle va voir que son reste à vivre à elle, une fois l'impôt prélevé, il est plus petit que le reste à vivre de celui qui n'est pas imposable ou qui n'a pas de taux, moi je doute que ça ait un effet bénéfique sur les relations dans l'entreprise. Ça c'est un autre aspect. Et ensuite, alors pour répondre des SIE sur les SIP, la question qui était par là, donc effectivement, oui, il y aura un déport de charge des SIP vers les SIE, mais pour autant, les SIP continueront de tenir le compte fiscal du contribuable. Parce qu'il y aura toujours les impôts locaux, les taxes d'habitation, les taxes foncières. Et que, pour le moment, on n'a pas très bien vu comment se ferait le transfert de ce qui serait encaissé par le SIE, transféré au SIP, on ne sait pas. Et c'est quand même pas tout à fait clair sur la manière, on ne sait même pas si l'impôt sera toujours émis par voie de rôle ou par voie d'avis de mise en recouvrement, c'est toujours pas complètement arrêté, ce qui n'est pas tout à fait la même chose en termes de prise en charge dans la comptabilité du comptable du SIP. Et enfin, donc il y a la question de la fiabilité du rattachement des acomptes prélevés. Parce que ça va transiter par la DSN là où c'est possible. Donc par le biais du NIR. Sachant qu'aujourd'hui,
la réglementation nous impose de faire en sorte que le NIR et le SPI, le numéro fiscal, ne coexistent dans aucun fichier. Alors nous, on a fiabilisé, donc on s'est livré à l'opération, enfin les services de fiabilisation donc, des identifiants, mais il n'en demeure pas moins que le risque d'erreur dans le rattachement des acomptes, il existe. Et là, pour le coup, c'est bien vers nous que se tourneront les gens qui auront des difficultés de compréhension. Donc nous, il nous semble que effectivement, donc la mensualisation telle qu'elle existe aujourd'hui était la solution qu'il aurait mieux valu explorer. Et enfin, sur le calendrier, vous avez posé la question du calendrier. Nous, on considère que oui, le calendrier, il est difficilement tenable. Et nous aurions du mal, en tant que représentants des personnels, d'accepter l'idée selon laquelle l'échec de la mise en œuvre de cette réforme soit imputable à nos services et donc à nos collègues. Parce que derrière, il y a ça aussi. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Monsieur Grèze. Oui, je partage à 100% ce que vient de dire Hélène sur ce sujet de l'échec qui pourrait être imputé à une structure qui n'en peut mais, parce que je dirais, c'est pas parce qu'il y a une incantation du capitaine sur le pont du bateau que nous, qui sommes dans les soutes du bateau et nous, défenseurs du personnel, on n'a pas quelques critiques et quelques critiques même sévères. Et si j'avais à qualifier en ramassant les choses, puisque sur les mécanismes fiscaux, ça a été déroulé amplement, on dirait que ce système présente une complexité en amont et un manque de moyens en aval, ce qui obère quand même sa faisabilité. Et du coup, il est facile de répondre que par rapport à la mise en place au 1er janvier 2018, eh bien, ça nous paraît, au travers de ce que nous en disent nos spécialistes, techniquement, ça nous paraît quand même très aléatoire, très infaisable. Et puis par rapport à la cohérence aussi de ce que nous faisons ou ce que nous ne faisons pas. D'abord, cohérence par rapport aux entreprises. La CFDT est pour la fluidité du marché du travail, vous le savez. Et puis, par rapport aux entreprises, on parle sans cesse et toujours et encore de décomplexifier les choses. Or, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train d'en rajouter une couche. Et je pense aux petits entrepreneurs qui se lancent dans l'aventure et à qui on dit, dis donc, tu vas en avoir encore un petit morceau et tu vas avoir aussi ça à gérer. Et puis également par rapport aux accueils. Là, je vais parler des collègues que nous défendons. La DGFiP n'a eu de cesse, on vous l'a dit, de réduire les plages de ces accueils en tant que les moyens en personnel, mais aussi sur la réduction des horaires. Les SIE, les SIP, les services sont déjà débordés. Et donc, du coup, si la montée en charge se fait telle qu'elle est prévisible, eh bien, il faudra sans doute, pour que ça fonctionne, beaucoup plus de personnel. C'est pareil que dans une entreprise, lorsqu'on met en place de nouvelles chaînes pour un nouveau modèle, il faut mettre des agents, il faut mettre de la formation, il faut mettre des frais de déplacement, il faut mettre des sous en clair. Et ça n'appartient pas à la DGFiP, mais au Parlement. Et en l'état, donc je vous renvoie, messieurs les parlementaires, aux responsabilités du Sénat et de l'Assemblée nationale. Et en l'état, on ne voit pas des choses se dessiner. Donc, encore une fois, pourquoi changer un système qui fonctionne? Et nous pensons, nous aussi, que la mensualisation est la solution qu'il faut maintenir et pérenniser et améliorer, bien entendu, si nous voulons aller jusqu'au bout et satisfaire aux attentes de la population des entreprises, par rapport à ce sujet-là. Nous noterons en termes de justice fiscale que, encore une fois, et nous y sommes attachés, ce système ne revisite rien en termes de niche fiscale injuste. Donc il est inefficace de ce côté-là. Or, nous aurions des choses à dire par rapport à la recherche de fonds sur un certain nombre d'entreprises et de niches, et ça, c'est pas du tout fait. Donc, pour toutes ces raisons-là, je répète notre opposition à cette réforme en tant que, encore une fois, complexité en amont et manque de moyens en aval. Chers collègues, vous êtes 10 inscrits. Donc, je vous suggère, parce que beaucoup de questions ont déjà été posées, de ne peut-être pas recommencer les questions posées, mais de donner des questions complémentaires. Je vous suggère 1 minute.
Ah, mais si une minute, Jacques Genest, ça peut poser une question complémentaire. Donc Jacques Genest a la parole et il sera suivi d'Éric Doligé. Oui, je crois que c'est un sujet quand même très important et qui est récurrent parce que je suis rentré comme inspecteur du Trésor en 1972 et on parlait déjà oui, il y a si longtemps malheureusement. Moi, je suis partisan, comme les syndicats, tout ce qui donne les syndicats, je suis d'accord. Je voudrais insister sur quelques points. Pour moi, la mensualisation, elle peut être généralisée. Il n'y a que l'histoire de l'année N plus 1, N moins 1 ou N. Ça peut être résolu avec des ajustements. En plus, pour l'État, la mensualisation, c'est 1/10 sur 10 mois. Et là, c'est 1/12 sur 1 an. Donc la trésorerie sera moins importante. Le recouvrement est excellent. Il y aura des défaillances d'entreprises, comme il y aura eu des défaillances de contribuables. Le résultat sera le même, sinon qui peut être plus catastrophique si c'est une grosse entreprise qui pète les plombs, qui font les plombs. La souplesse est excellente. Et puis les entreprises, on est tout le jour en train de dire qu'il faut soulager les entreprises. Le but des entreprises, ce n'est pas de recouvrer l'impôt. Le but des entreprises, c'est de créer des emplois. Aujourd'hui, le petit artisan qui va s'installer, la première chose qu'il va faire, il va dire « Ah, surtout, je ne prends personne parce que je ne veux pas passer 3 jours à payer les impôts. » On entend dire que ça marche. Ça marche quand nous, on est parlementaires. Il faudrait demander aux entreprises si tous ces prélèvements, ils s'en sont contents. On arrive quand même à une réforme. Les entreprises sont contre, les salariés sont contre, et les services des GFIP sont contre. Il y a quand même un problème sérieux, et je ne parle pas des problèmes des petites communes, des petites mairies, que je ne sais pas comment on va faire pour recouvrir ça. Et la mise en place. Alors moi, je suis très pessimiste. Très pessimiste, parce que depuis plusieurs années, le gouvernement, et ça peut continuer, c'est facile, on supprime des postes aux finances parce que personne ne dit rien. Oui, personne ne dit rien, la population ne voit pas. Aujourd'hui, on a un état de... Il y a tellement peu d'employés que ça devient catastrophique. Et j'ai soulevé le problème, monsieur le directeur, qui l'a même négligé et méprisé, le problème de la réforme et de la fusion qu'il y a eu entre les impôts et le Trésor. Aujourd'hui, ça devient une situation catastrophique, c'est-à-dire que, sans mettre en cause des personnes, on a quelqu'un qui a fait 20 ans comme inspecteur des impôts. On le nomme, parce qu'il y a des questions géographiques, dans une trésorerie rurale, tant qu'il y en a encore, à la tête, où il faut que le lendemain, il soit efficace, et malheureusement, il ne l'est pas. J'ai jamais tant vu de maires se plaindre des relations avec le Trésor, alors que ce n'est pas la faute du personnel, mais c'est la faute du système. Et ça sera pareil pour les impôts, qu'il faudra... Et puis, soyons clairs, comme d'habitude, il y a la parole, mais le but, c'est qu'un jour, l'impôt soit recouvré par l'URSSAF. On mettra tout... Mais alors, soyons clairs. Alors, oui, il faut le dire directement. À force de jouer, de dire n'importe quoi, on verra où en est l'image de la classe politique. Je crois que le but, c'est de supprimer les services des finances et de mettre ça à l'URSSAF. Est-ce que ça marche bien? J'en suis un peu moins sûr. Voilà ce que je voulais savoir. Est-ce que vous pensez que c'est le but de supprimer partie des finances? Et alors les recours gracieux, ça, je pense que c'est plus que limite au point de vue légalité. Merci. C'est une série de remarques qui ne sont pas vraiment des questions, mais Éric Doligé va poursuivre. Voilà. Et Marc Laménie suivra. Oui, Madame la Présidente, d'abord vous remercier d'avoir organisé cette audition qui était fort intéressante, moi qui m'a beaucoup déstabilisé parce que j'avais l'intention de me syndiquer, comme je suis d'accord avec tous les syndicats, je ne sais pas vers lequel aller. Donc j'ai vraiment une problématique profonde. L'autre remarque que je voudrais poser, bien sûr, j'ai entendu les premières interventions qui étaient pour une réforme profonde du système fiscal français. Bien évidemment, nous ne sommes pas dans une réforme profonde du système fiscal, nous sommes dans une réforme du recouvrement. Alors la question que je voulais poser, c'est, vous avez dit tout à l'heure, pourquoi changer un système qui fonctionne? Si jamais il y a des évolutions politiques au niveau national et qu'on revient sur le système qui est proposé, est-ce que vous serez d'accord sur le fait de revenir en arrière et de ne pas mettre en œuvre le système qui est proposé, malgré tout le travail qu'on vous a demandé pour essayer de le mettre en œuvre? Jean-François Husson, il sera suivi de Richard Young. Oui, Madame la Présidente, pour moi aussi me réjouir, en tous les cas, je ne regrette pas d'être venu, parce que j'avais un certain nombre d'idées, voire de convictions, qui sont, en tous les cas, interrogées, et j'entends bien à la fois les interrogations, pour ne pas dire le désaccord largement partagé par rapport au projet porté aujourd'hui par le gouvernement, dont j'ai bien, semble-t-il, mesuré qu'il apportait, alors que
La volonté du gouvernement, sous l'autorité du président de la République, c'est d'aller vers un choc de simplification. C'était plutôt un projet de complexification, à la fois, je dirais, pour l'administration, mais également, c'est le deuxième sujet, pour les entreprises. Et comme l'a dit Éric Doligé, comme vous l'avez dit, madame, on est, à mon avis, loin de la réforme fiscale. En même temps, c'est un vaste sujet et c'est plutôt des sujets de début de mandat. Donc ma question est assez simple. En ce qui vous concerne, j'ai entendu votre point de vue, mais à ce jour et avant le 1er janvier 2018, à vos côtés, l'État a-t-il engagé un projet, un plan stratégique de travail sur deux sujets? Un, l'organisation temporelle avant le 1er janvier avec les personnels, en termes de calendrier bien sûr, mais également en termes de ressources humaines, parce que ce qui ne m'échappe pas et qu'on doit bien avoir en tête, c'est que vous êtes des personnels qui êtes formés techniquement, vous avez d'ailleurs dans vos fonctions des grades qui vous permettent de remplir des fonctions, quand dans le même temps et sous couvert de facilité, on explique que n'importe quel comptable de toute entreprise, y compris d'un certain nombre d'entreprises, du jour au lendemain sera évidemment, sous quelle formation, point d'interrogation, aussi compétent que vous l'êtes. Voilà, c'est simplement ce que je voulais vous poser comme question. Pour le reste, vous nous en avez, je dirais, vous avez donné en tous les cas un certain nombre d'arguments qui ébranlent certaines de nos certitudes, je crois, en toute objectivité. Merci. Merci à Jean-François Husson. Richard Yung, il sera suivi d'Antoine Lefebvre. Oui, merci Madame la Présidente. Première observation, je ne comprends pas pourquoi on parle de réforme fiscale, parce que ce n'est pas le sujet. C'est en aucun cas le sujet. Les réformes fiscales, on en parle beaucoup, on en fait peu, on aurait d'ailleurs besoin d'en faire, vu la complexité existante du système fiscal français, mais en l'occurrence, on parle d'un changement dans le mode de recouvrement de l'impôt direct. Voilà, et d'ailleurs, je n'ai pas bien compris l'idée qui a été exprimée, qu'il s'agissait de transformer l'impôt direct en impôt indirect. Ça m'a échappé, mais peut-être on pourra le préciser. Deuxième observation, et j'ai été surpris que ça ne soit jamais mentionné, c'est une mesure sociale. Tout le monde l'a bien compris. Il s'agit de rapprocher le prélèvement fiscal de la réalité des salaires, des pensions, etc. Pour éviter le décalage que tout le monde connaît, etc. Nous sommes d'ailleurs le seul grand pays qui ne le fasse pas. C'est peut-être une question qu'on peut se poser. Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi la France est-elle toujours à la bourre? Peut-être parce qu'elle a un problème avec les réformes. Mais enfin, ça c'est... Et ce que je dis est vrai aussi sur la mensualisation. Parce que la mensualisation, on nous présente la mensualisation comme une sorte de panacée universelle. D'abord, elle existe. Il y a 40%, je crois, de gens qui sont à la mensualisation. Il y en a donc 60% qui n'y sont pas. Bon. Alors, on a quand même là un problème. Et deuxièmement, pourquoi est-ce qu'aucun autre pays n'a choisi la mensualisation? Parce que ça ne répond pas aux objectifs Voilà. Je pense qu'il faut quand même avoir ça. Peut-être vous avez réfléchi, regardé ces questions-là et vous pourrez répondre. Quelqu'un a dit... oui, j'y vais. Alors, non, c'est encore une observation. Quelqu'un a dit les salariés sont contre. Non, moi j'ai compris que le MEDEF était contre, j'ai compris que la CGPME était contre, et j'ai compris que les syndicats des impôts étaient contre. Mais moi, je n'ai pas entendu dire que les salariés étaient contre. Ou alors, amenez-nous des informations là-dessus. Non, mais vous savez, mais nous, on ne le sait pas. Hein? Parce que vous... Bon, oui. Voilà, on voit bien, c'est ça. Bon, je m'arrête, Madame la Présidente. Merci à Richard Yung. Antoine Lefebvre, il sera suivi de Vincent Capo-Canellas. Oui, j'ai envie de dire, à la suite de notre collègue, la réforme pour la réforme, et puis ça existe dans tous les autres pays sauf la France. On a vu ce que ça pouvait donner dans les lois sur l'organisation territoriale. C'est pas forcément un argument massu, mais après tout, pourquoi pas réformer si on obtient un certain nombre de résultats au vu des différents témoignages qui ont été effectivement très très intéressants et particulièrement éclairants. Plusieurs ont posé la question, mais pourquoi modifier
quelque chose qui fonctionne bien. Et au vu, encore une fois, des exemples, on a plutôt le sentiment que l'on va avoir un système qui va fonctionner moins bien. Plusieurs collègues l'ont évoqué, je ne reviens pas sur les problèmes de proximité avec justement cette administration fiscale qui restait proche des contribuables et qui pouvait à tout moment répondre aux sollicitations et surtout avec pragmatisme faire le lien avec la situation individuelle et être très actualisé. Alors moi j'avais sur c'est peut-être une question un peu technique, mais Monsieur Dorigny, vous nous avez dit qu'il y avait un décalage d'1 an et demi pour régulariser les situations dans l'exemple que vous aviez donné sur le salarié qui travaille sur une période de 6 mois. J'avoue que j'ai du mal à comprendre ce délai d'1 an et demi, parce que alors là, on est vraiment, ça poserait vraiment de graves difficultés. Voilà. Merci. Merci Antoine Lefèvre. Vincent Capo-Canelas, il sera suivi de Marie-France Beaufils. Merci Madame la Présidente. Une question et une observation. D'abord, question concernant la concertation. Les deux ministres que nous avons auditionnés nous disent il y a eu une préparation importante, on s'est attaché à tous les détails, tous les petits problèmes sont en passe d'être réglés, on a écouté. Alors, est-ce que la concertation a eu lieu sans les organisations syndicales, ou bien est-ce que vous avez eu l'occasion de faire entendre tous les points très importants et utiles que vous nous avez soulignés tout à l'heure, les points de difficulté, les points de risque et le degré d'impréparation, hein, c'est ce qui ressort de vos propos. Est-ce que tout ceci, vous avez pu l'exprimer et quelle suite ont donné les ministres et le directeur général sur ce point-là? Parce que ça interroge, on vous entend, il y a une forme de consensus et d'unanimité. Deuxième point, rapidement, une remarque qui me vient à l'esprit. J'avais une discussion avec un père de famille qui me faisait la remarque que dans certains foyers, il y a, les conjoints ont chacun leur compte. Ils peuvent aussi avoir un compte commun, mais parfois il y a des comptes différenciés. Et il arrive que le prélèvement se fasse sur l'un des comptes, et uniquement sur l'un des comptes, en général le plus approvisionné. Bon. Demain, ça promet peut-être dans la sphère intrafamiliale des débats intéressants, parce que chacun sera prélevé dès la source sur son salaire. Dans des cas, par exemple, où il y a un plus gros salaire, c'est peut-être celui-là qui va payer, en général aujourd'hui, à la mensualité, et puis demain, le plus petit salaire, il se verra lui-même fonctionner. Est-ce que ce sujet a été vu? Il n'est pas qu'anecdotique, je me dis que ça peut quand même soulever quelques vagues. Est-ce qu'il a été vu? Est-ce qu'il a été traité? Est-ce que vous avez eu des réponses sur ce point? Merci beaucoup. Capo-Canelas, Marie-France Beaufils, ensuite François Marc. Oui, tout d'abord, merci Madame la Présidente d'avoir répondu à mon souhait d'auditionner en effet les représentants syndicaux. Je pense que c'était très très intéressant. Bon, moi je partage assez largement leur point de vue, mais ça ils le savent déjà, donc je ne viendrai pas sur cet aspect. Mon interrogation, moi, elle est plus sur la question justement de rendre plus proche de l'année salariale l'impôt, puisque c'est ça la question quand même qui nous est posée. Comment, dans le système actuel, on aurait pu améliorer la situation? Parce que, bon, on a quand même encore des écarts qui se passent. C'est vrai qu'il y a des possibilités pour des gens de demander à atténuer leur mensualisation ou à l'augmenter en fonction de leur évolution, mais c'est quand même assez complexe pour les gens de se dire « je suis bien dans le bon créneau pour pouvoir le faire », et ça n'est pas si simple que ça d'aborder la question. Donc moi, j'aimerais que vous, qui êtes sur le terrain, vous nous disiez qu'est-ce qu'on aurait pu améliorer dans le système pour le rendre plus, je dirais, en lien avec les évolutions qui sont celles des gens. Parce que sur une année salariale, on a tous ceux qui sont en effet en CDI, bon ça va, mais on a tous ceux qui sont en CDD, en intérim, etc., avec quand même des aléas très importants du point de vue salarial, et qui sont quand même des imposés sur le revenu, ce dont je parle. Donc j'aimerais que ce soit surtout là-dessus que vous nous apportiez des explications. Je ne reviendrai pas sur les questions de la réforme fiscale. Moi, ce que j'ai entendu des syndicats, c'est qu'ils ont dit nous aurions souhaité une réforme fiscale, mais ce n'est qu'une façon de prélever l'impôt qui est différente. Je terminerai mon propos pour dire que moi, mon souci le plus important par rapport à cette forme, c'est que l'acceptation de l'impôt, qui est une chose qu'il faudrait qu'on améliore, ici, on la met complètement de côté et on ne sait plus à quoi sert l'impôt. Et ça, je pense que c'est un vrai problème dans notre société. Merci à Marie-France Beaufils. François Marc, ensuite Philippe Dallier. Oui, merci Madame la Présidente.
Bon, le prélèvement à la source, c'est une réforme qui était attendue. Les 2 tiers des Français espéraient une réforme de ce genre. Beaucoup en ont parlé depuis des mois et des années. Et on met en œuvre un dispositif réformé pour recouvrer l'impôt. Voilà, donc moi je pense que c'est quelque chose qui va dans le sens souhaitable. Je m'associe aux propos de Richard Young et on a entendu l'autre jour de la bouche du directeur des finances publiques tous les arguments qui démontraient qu'on avait fait un travail préparatoire assez conséquent, même si évidemment ça peut être toujours amélioré, et qu'il y a une étude d'impact conséquente puisqu'on a un document de 450 pages et qu'on a quand même essayé de cerner au mieux les choses, même si, une fois encore, c'est pas parfait. Bon, je comprends qu'il y ait des inquiétudes au niveau des salariés qui sont en charge de la mise en œuvre d'un dispositif rénové. C'est toujours le cas quand il y a des réformes et on peut comprendre qu'il y ait quelques inquiétudes qui s'expriment. Je partage certaines des questions qui aujourd'hui sont posées. Moi, j'ai simplement une question à poser à ceux des délégués syndicaux qui nous ont dit tout ça, ce n'est qu'un changement du mode de recouvrement de l'impôt. Ce n'est pas la réforme fiscale que nous appelions de nos voeux. Eh bien, moi, je pose la question simplement à ces personnes de savoir ce qu'ils pensent de l'opinion qui est émise aujourd'hui par beaucoup d'experts. Il y a eu plein de rapports qui ont été faits depuis des années. On a saisi le Conseil des prélèvements obligatoires. On a fait les États généraux de la fiscalité il y a 3 ans. Certains d'entre vous, d'ailleurs, y ont participé. Il se dit, d'une façon officielle aujourd'hui, que si on veut faire une réforme de l'impôt dans le sens de plus de justice, le prélèvement à la source paraît une condition nécessaire. Donc j'interroge les syndicalistes qui se sont exprimés en faveur d'une méthode plus redistributive. Est-ce que le fait de ne pas faire le prélèvement à la source ne leur paraît pas comme un handicap assez conséquent pour aller dans le sens de ce qu'ils souhaitent? Merci. Merci à François-Marc. Philippe Dallier. Merci Madame la Présidente. Bernard Lalande. J'espère que tous ceux qui sautent sur leur siège en répétant comme des cabris prélèvement à la source, regarderont les images de cette audition parce que c'était absolument édifiant. Et je pense que si les Français qui peuvent être favorables dans le principe à cette affaire comprendront ce qu'il en est réellement, je pense qu'on aura un point de vue radicalement différent. Alors ma question se rapproche de celle d'Éric Doligé. Imaginons qu'un nouveau gouvernement au printemps prochain décide d'arrêter ce train fou. Est-ce qu'il pourra encore le faire? Ou est-ce qu'on ne court pas le risque que les choses soient tellement avancées qu'il faille quand même sauter le pas au 1er janvier 2018? Merci à Philippe Dallier. Bernard Lalande sera le dernier intervenant ce matin. Madame la Présidente, moi je comprends les inquiétudes sur l'emploi. Je me pose la question aussi d'une réforme fiscale importante, si la suppression de l'ISF, combien ça fera d'emplois en moins. Mais ce n'est pas véritablement le sujet. Le sujet, c'est qu'on vient de nous faire un catalogue de difficultés sur l'application de quelque chose qui va concerner d'abord une modalité de paiement ou de règlement et non pas une réforme fiscale. Et puis lorsqu'on regarde quand même qui est concerné par cette réforme, on s'aperçoit que 90% des cas sont réglés parce que c'est des traitements et salaires, c'est des retraites, etc. Puis il reste les 10%. Et on est en train de débattre sur les 10%, sur une complexité des 10%, sachant que l'administration fiscale a l'habitude de régler des problèmes d'une difficulté autre. Je dirais autre, ne serait-ce que d'ailleurs sur la fiscalité des entreprises ou la fiscalité des revenus fonciers ou des revenus mobiliers. Donc, à partir de ce moment-là, on est en train de dire, bon, on veut tuer cette opération simplement parce que c'est une modalité de règlement de l'impôt. Quant à considérer que ça n'est pas populaire, moi, qu'on fasse de la mensualisation, c'est-à-dire qu'on aille prélever sur un compte bancaire le 12e de l'impôt, ou qu'on l'ait en moins sur son salaire, c'est une vision qui dit « Ah, mais dans les petites entreprises, j'ai... » Attendez. C'est la transparence... C'est Bernard Lalande qui a la parole. Oui. Moi, simplement, si vous voulez savoir combien gagne un sénateur, vous le mettez sur sénat.fr et vous verrez quel est le revenu d'un sénateur. Donc, à un moment donné, la transparence, il faut aussi savoir si on la veut pour tous ou pas tout le monde. Je crois que c'est des arguments qui sont un petit peu anciens, tout ça, le secret, le fameux secret. Néanmoins, moi, ma question, elle s'adresse aux représentants des syndicats qui sont ici. La problématique, c'est 10%. 90% par prélèvement, ça ne va pas changer la face du monde. 10%. D'accord ? Est-ce que ça, si vous voulez, ces 10%, ça va générer, puisque vous avez l'air de dire que ça va être compliqué, est-ce que ça va générer
du travail supplémentaire aux gens que vous représentez. Et puis, par comparaison, si on supprimait l'ISF, ça ferait combien de temps en moins? Merci. Merci à Bernard Lalande. Merci, mes chers collègues, pour toutes ces questions. Je reprends le tour de réponse sur cette manière de faire. Je vais répondre aux premiers commentaires, aux questions qui sont peut-être un peu plus polémiques ou politiques que les questions purement techniques autour de cette évolution du recouvrement. Toutes nos organisations syndicales, qu'elles soient de niveau directionnel, ministériel ou, pour certaines d'entre elles et pour toutes, confédérales ou confédérées d'une manière ou d'une autre, pour ce qui est de solidaire, nous sommes pour une mise à plat du système fiscal dans son ensemble. On est frappé quand même qu'à chaque fois qu'on parle de fiscalité, on ne parle que de l'impôt sur le revenu. Pour le commun des mortels, la fiscalité, ça a l'air de se résumer à l'impôt sur le revenu, qui aujourd'hui, c'est 75 milliards de rentrées fiscales, qui se concentrent sur de moins en moins de contribuables, avec un volume de niche fiscale qui est utilisé. L'impôt sur le revenu, de tout temps, il a été utilisé à des fins économiques, sociales, etc. Donc c'est un outil de la politique économique et sociale. Donc nous, on dit, la fiscalité, ce n'est pas que l'impôt sur le revenu, c'est tout. Il y a des liens entre les impôts locaux et l'impôt sur le revenu, etc. Donc nous, syndicalement, on demande une mise à plat du système fiscal. Effectivement, en début de mandat, on aurait pu, vu qu'il y a beaucoup de spécialistes, de sociologues, de fiscalistes qui écrivent, qui parlent sur ces sujets-là, qu'est-ce que ça aurait été bien pour le débat public que soit lancé au début du quinquennat un grand débat public sur la fiscalité en global. Ça aurait permis effectivement de faire un peu d'éducation populaire sur à quoi sert l'impôt, comment il est recouvré, comment il est calculé, etc. etc. Ça n'a pas été le cas. Donc aujourd'hui on arrive en bout de course. Alors effectivement il y a une promesse. Alors des promesses ont été tenues, d'autres n'ont pas été tenues. Celle-là est tenue, c'est bien, tant mieux. Voilà. Nous on dit que c'est trop tard dans le temps, que ça va, que c'est compliqué et que les attendus de la réforme ne sont pas au rendez-vous de notre point de vue. Voilà. C'est ce qu'on dit au niveau des sujets un peu plus politiques et polémiques. Sur la question de la DGFiP, est-ce qu'on est en train d'assister à un démantèlement? Nous, c'est ce qu'on écrit et ce qu'on dit depuis très longtemps, au regard des suppressions d'emplois qui nous sont imposées et des évolutions technologiques qui arrivent dans le paysage. Encore une fois, on n'est pas des anti-technologiques primaires. On utilise tous la technologie et des fois la technologie, les outils informatiques, les TIC, ça peut avoir du bon. Et pour répondre à une question, est-ce que la DGFiP aujourd'hui prend en compte dans ce qu'on appelle dans le jargon administratif la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences, et moi je rajouterai des qualifications. Est-ce que la DGFiP prend en compte ce que vit la société dans son ensemble et ce que vit le travail dans son ensemble, c'est-à-dire comment l'utilisation massive des TIC bouleverse le contenu, la forme et les méthodes de travail. Parce que ce qui arrive dans ce qu'on nomme l'ubérisation de la société, ça arrive aussi aux administrations et ça arrive à la DGFiP. Aujourd'hui, je peux vous affirmer que la DGFiP ne prend pas en compte ces éléments-là. L'élément qu'apportait tout à l'heure sur l'inspecteur de la DGFiP qui est balancé dans une trésorerie parce qu'il fait une mute géographique qu'il faut se rapprocher de chez lui et qui arrive, il atterrit là, il faut qu'il prenne en main. C'est la même chose de l'autre côté avec un ancien de la gestion publique qui arrive sur un poste de contrôle fiscal et il faut alors, il y a des sujets de formation, etc. Je vous rassure, l'administration elle a commencé à régler le problème. Hein. Il ferme. D'abord, elle ferme, voilà, elle concentre, et ensuite, elle affecte au profil. Comme ça va plus vite. Hein, voilà. Donc, effectivement, nous, on dit qu'il y a une volonté de réduire la voilure globalement, qui est territoriale, qui est au niveau des missions, et les effets des suppressions d'emplois aujourd'hui, si vous regardez rapidement le rapport annuel de la DGFiP de l'année dernière, vous apercevrez par exemple
qu'on a fait en termes de contrôle fiscal 19 000 opérations de moins que les 2 années précédentes. C'est-à-dire que nos capacités d'intervention en termes de ce qui est un peu la source de la partie des GFIP, je ne parlerai pas de la partie du contrôle de la dépense publique, parce qu'on pourra en dire, notamment sur le CICE, on fait moins d'opérations qui rapportent moins. Quoi qu'en dise le ministre quand il annonce les chiffres du contrôle fiscal à 21 milliards, il oublie d'enlever les 2,5 milliards du STDR pour regarder que le rendement du contrôle fiscal externe aujourd'hui est revenu à un niveau auquel il était il y a 2 ans. Donc on contrôle moins et on fait moins rentrer d'argent. Et je termine sur le recouvrement, puisque dans la suite de recouvrement, on ne recouvre que 50% du montant des impôts notifiés. 50%. 50%, y compris pour le STDR, alors que ça devrait rentrer normalement rubis sur l'ongle. Donc effectivement, nous on pense qu'il y a une forme de démantèlement qui est en marche. Sur l'accueil du public, je crois qu'on a déjà répondu, oui, on va avoir... C'est pas parce que 50% des foyers fiscaux ne sont pas imposables qu'ils ne viennent pas et qu'ils ne demandent pas de renseignements. Au moment de faire la déclaration, qu'elle soit papier ou qu'elle soit par Internet, les contribuables viennent directement chez nous. Ils ont besoin effectivement de plus en plus d'un contact direct et physique avec un agent des finances publiques qui essaye pour avoir les informations, parce que des contribuables, on nous dit qu'on peut passer par Internet, par le téléphone, etc. Oui, et d'ailleurs on force les contribuables à passer par ce canal-là. On force en fermant, en réduisant les horaires d'ouverture, on force en fermant des services de proximité, d'accord ? Et on force en fermant des journées entières et de ne pas faire de réception. Donc effectivement, il y a un besoin qui est exprimé de proximité parce que les contrats viennent. Et vous pourrez mettre n'importe quel type de fiscalité, sauf à supprimer l'impôt sur le revenu et supprimer l'impôt. Il y aura toujours des contribuables qui sont... Je pense que devant cette commission des finances... Voilà, non, je sais bien. Qui sont en demande. À tenir. Sur le... Je laisserai mes camarades compléter. Hein. Sur le benchmarking, ça a été dit en réponse quelque part. Pourquoi... Alors, moi, je veux bien que ça soit moderne de mettre le prélèvement à la source, sauf qu'en Allemagne, c'est quelque chose qui date de 1920 comme modernité. C'est pas mal. Et pourquoi ces pays-là, les pays, alors ça date, c'est siglé de l'Assemblée nationale, mais sinon c'est la Direction générale des finances publiques. On avait déjà fait l'état des lieux de ce qui se passait ailleurs. Dans aucun pays qui nous entoure, l'impôt dans la structure de notre impôt sur le revenu. Nulle part ailleurs. Ils sont quasiment tous individualisés, pour la plupart. Et pour répondre à la question sur est-ce que le ministre nous a reçus, nous a écoutés? Oui, il nous a écoutés et reçus. Nous a-t-il entendus? J'en suis pas sûr. Il nous a écoutés. Alors justement pour la question la question du foyer fiscal alors on a parlé tout à l'heure des bisbilles pour y avoir dans l'entreprise. Effectivement, nous on avait soulevé la situation du foyer fiscal où il y a des salaires qui sont peut-être en décalage, et le fait que ça peut, avec des habitudes, des couples recomposés, des couples de nature différente, etc., ça pouvait poser un problème au sein de l'organisation même d'un couple, ce qui avait, semble-t-il, attiré l'attention de Christian Eckert à ce moment-là. C'est pour ça que dans le projet de loi, il y a un dispositif qui permet d'individualiser le prélèvement au sein d'un foyer fiscal. Mais je ne sais pas si vous êtes amusé à lire le dispositif qui est mis en place pour prendre en compte la différence de rémunération dans un couple. Moi, j'essaie de le lire, j'essaie de le comprendre, mes camarades aussi. On a eu du mal à imaginer comment... Alors déjà, nous, on a eu du mal à le comprendre. Comment il se faisait. J'imagine un foyer fiscal... Ah non, ça c'est pas nous qui l'avons écrit. C'est pas nous qui l'avons écrit. C'est la DLF qui l'a écrit sous commande. Non. Nous, on a essayé de comprendre, on a trouvé que c'était extrêmement compliqué. J'imagine un foyer fiscal qui, au mois de septembre 2017, recevant son taux moyen d'imposition qui s'applique sur les 2 salaires, quel que soit le niveau des salaires de chacun, et voilà, ils divorcent pour pouvoir bénéficier du truc. Ils vont comprendre comment ils vont arriver à pouvoir avoir un taux individualisé chacun sur le salaire, et comment effectivement on va régler ces problèmes-là. Oui, pour nous, on appelle ça une usine à gaz. Voilà. J'en termine là et je laisse la parole à... Monsieur Dorigny. Oui, en complément, parce qu'il serait sans doute utile que chacun pense à l'organisation de sa journée. Je vois qu'il
les collègues s'en vont les uns après les autres et curieux, d'une manière habituelle, nous terminons nos travaux entre 12h30 et 12h45. Voilà, pour que les choses soient claires, si vous pouvez tenir dans ce délai, c'est bien. Je vais essayer de répondre toutefois aux questions qui ont été posées. S'agissant de la réforme fiscale plus redistributive, moi ça me semble effectivement être une question essentielle. Et c'est le cœur du problème. Effectivement, nous avions participé aux discussions qui avaient eu lieu au début de mandat, mais qui ne nous ont pas satisfaites. Dès le début, le fait de circonscrire ces discussions uniquement autour de 3 thèmes nous semblait absolument réducteur et ne pas répondre à notre demande de réforme fiscale profonde. Et la réforme fiscale, pour être plus redistributive, pour nous, elle doit s'articuler autour de l'impôt sur le revenu. Ce que nous regrettons, c'est que l'impôt sur le revenu ait si peu de place dans le système fiscal aujourd'hui. Ça a été dit, ça représente très peu de choses. Évidemment, ça ne représente rien pour la moitié des foyers fiscaux qui sont non imposables. Mais ça représente très peu de choses pour bon nombre de foyers fiscaux qui sont imposés par d'autres impôts qui sont eux-mêmes bien moins justes pour nous que l'impôt sur le revenu qui, lui, est progressif et qui donc prend en compte les revenus. C'est pourquoi nous, on serait pour une place plus importante de l'impôt sur le revenu dans le système fiscal, c'est-à-dire une baisse notamment de la TVA, etc., l'inverse de ce qui a été fait. Et pourquoi nous sommes aussi opposés à ce titre au prélèvement à la source. Et c'est là que je réponds en même temps à la deuxième question sur le côté indirect. Alors, bien évidemment, vous aurez compris que c'était un peu de la provocation. J'ai bien compris que ça n'allait pas devenir un impôt indirect. Sauf que pour le contribuable, si on veut remettre au centre l'impôt sur le revenu, si on veut en faire un impôt réellement citoyen, si on veut gagner le consentement à l'impôt aussi, en convainquant que cet impôt est juste, eh bien le fait de ne plus le payer directement, le fait de le rendre quelque part beaucoup plus invisible, parce que c'est le but, eh bien ça nous pose question. Dès lors que le citoyen ne va plus payer son impôt, il sera directement prélevé comme d'autres, comme la CSG, et la CSG est bien peu visible. François-Xavier le disait, c'est d'ailleurs assez sidérant, lorsque l'on parle d'impôt, tout le monde nous parle de l'impôt sur le revenu, alors que pour les 3/4 des citoyens, ils payent bien plus de CSG que d'impôt sur le revenu. Donc c'est bien un problème pour nous-mêmes que l'on essaye de camoufler cet impôt sur le revenu, alors qu'au contraire, on voudrait le remettre au centre du contrat social et des préoccupations des citoyens. Donc, je pense, je ne sais pas si j'ai été clair, mais en tous les cas, ça nous pose problème sur ce point. S'agissant donc de permettre le prélèvement de l'impôt plus contemporain dans, par exemple, ce que pourrait être la mensualisation, un système de mensualisation. On est quand même, et François-Xavier l'a dit, donc je vais être très rapide, on est devant un problème important, c'est l'impôt sur le revenu en France est annualisé avec donc un impôt qui est progressif, conjugalisé, familiarisé, et donc il est très difficile d'anticiper les évolutions de cet impôt avant le 31 décembre de l'année écoulée. Donc ça, c'est quand même une réalité auquel nous sommes confrontés. Sans quoi nous avons tous dit que la mensualisation, en essayant de l'améliorer peut-être encore, nous paraissait être un outil adapté. S'agissant donc de l'exemple que j'ai pris du salarié, alors j'ai essayé de prendre quelques exemples pour montrer que pour certains cas, ça allait vraiment être un réel souci. Alors, si on prend l'exemple d'une personne qui est primo-accédant à un emploi au 1er janvier de l'année 2018, il n'est pas connu de nos services, il n'avait pas d'imposition, donc le système prévoit qu'on lui applique un taux d'après le montant de son revenu mensuel, un taux d'impôt qui correspond donc à ce montant mensuel. Par contre, au 1er janvier 2018, on ne peut bien sûr pas présupposer du temps d'activité de cette personne. Si il a un contrat de 6 mois et donc qu'il arrête son activité à la fin juin de l'année, on lui aura prélevé 6 mois d'impôt jusqu'au mois de juin. Et si cette personne n'a pas d'autre rémunération d'ici la fin de l'année, eh bien, en réalité, il n'aurait pas dû être imposable sur l'ensemble de l'année. On le découvrira au mois de mars 2019 lorsqu'il aura déposé sa déclaration et il sera remboursé de ce qu'il aura été prélevé donc entre janvier et juin 2018. Donc ça aussi, vous voyez, c'est un peu le paradoxe. On nous dit c'est un impôt qui est plus réactif et là, il va être, pour le coup, il va être réactif, mais
à tort. Enfin, s'agissant, parce que c'est une question qui est évidemment essentielle et qui est une question de bon sens, c'est sur la non mise en œuvre de cette réforme. Alors certes, les travaux qui ont été engagés ont un coût humain, budgétaire. Par contre, nous pensons que la mise en œuvre d'une telle réforme aura un coût certainement bien plus important que sa remise en cause, et qu'il serait donc certainement judicieux, en cas d'alternance politique, de revenir sur cette réforme qui sera certainement bien plus coûteuse dans son application. Merci. Madame Fauvel. Oui, alors rapidement. Donc je vais tout de suite rebondir sur ce que vient de dire Alexandre. Par rapport à la question posée, est-ce qu'on serait d'accord? Ça a été la question posée. Je dirais que nous, on n'aurait pas à être d'accord ou pas d'accord. Nous sommes les représentants de fonctionnaires, et que quand on est fonctionnaire dans ce pays, a priori, on est payé pour obéir à ce que veut le politique. Certains l'oublient parfois. Ce sont les avantages du statut. On peut contester par la voie de nos organisations syndicales, mais en tout cas, au bout du bout, le fonctionnaire, il est quand même payé pour faire ce qu'on lui demande de faire. Enfin, moi, me semble-t-il. Donc la question d'être d'accord ou pas ne se poserait pas. Je rejoins ce qui a été dit par Alexandre. Vous savez, on commence à avoir l'habitude de travailler pour rien. Je ne reviendrai pas sur le fiasco de l'ONP, c'est pas propre à vous. National de paye. Voilà. Donc, où là, on s'est rendu compte que mettre toute la responsabilité de la paye de tous les fonctionnaires sur la tête d'un seul comptable, ça, c'est pas possible. Voilà. Et puis, d'autres sujets. Certains ont évoqué une mesure sociale dans le prélèvement à la source. Alors là, moi, j'ai un gros doute. Je le dis tranquillement. Tranquillement, à Force ouvrière, on ne fait pas de politique. On regarde les choses et on constate. Donc, je ne comprends pas comment on peut qualifier ça de mesure sociale dès lors que tous les revenus, toutes les natures de revenus ne seraient pas appréhendées de la même manière, et que notamment tous les revenus liés à la cession de capitaux mobiliers seraient imposés autrement, et que quand on regarde, plus les ménages sont aisés et plus ils perçoivent ce type de revenus. Donc à partir de là, nous, on a un vrai doute sur le caractère social de cette mesure, étant entendu que le salarié, et notamment celui qui finalement a le moins de revenus, qui n'a que son salaire, lui, on ne lui donnerait pas le choix. Il serait prélevé au moins le mois, donc il ne pourrait même pas placer le peu d'argent qu'il pourrait économiser, donc on ne lui donnerait pas le choix. Et d'autres auraient le choix. J'en veux pour preuve la manière dont vont être appréhendés les revenus des indépendants, avec des encomptes contemporains sur la périodicité desquels on n'est pas complètement au clair, sur le fait que ça serait prélevé sur leur compte bancaire. Il faudra quand même qu'un jour on nous explique comment et dans quelles conditions l'administration pourrait contraindre quelqu'un à lui signer une autorisation de prélèvement sur son compte. Jusqu'à preuve du contraire, on ne peut pas prélever sans l'autorisation du titulaire du compte et qu'il ait signé un papier. Donc voilà, donc là il y a quand même... Et quelque part, moi ce qui me gêne, c'est cette espèce de manière de considérer que le salarié serait totalement immature et que pour lui simplifier la vie, il faudrait lui prélever les choses au fur et à mesure. Donc vous nous dites que les salariés ne sont pas contre. Toutes les confédérations se sont exprimées, et qui représentent, me semble-t-il, les salariés, se sont exprimées plutôt contre. Nous avons pu exprimer notre désaccord. Oui, on n'a pas été vraiment entendus parce que nous étions intervenus auprès de notre directeur général et auprès de nos deux ministres sur la question des moyens dont la DGFiP disposerait pour mener à bien cette réforme. Étant entendu que nous soyons en désaccord ou pas avec ce projet, nous avons tous exprimé le souhait que si la DGFiP devait mettre en œuvre ce projet, nous souhaitions qu'elle y réussisse, parce que nous ne voulons pas porter le chapeau. Et que nos ministres nous ont tellement entendus que dans le PLF 2017, on a quand même 1815 équivalents temps plein de moins dans le plafond d'emploi autorisé pour la DGFiP. Alors si c'est une manière de nous avoir entendus, on est un peu sceptique. Voilà. Enfin, j'avais pour les couples, oui, pour les couples, ça a été répondu. Et moi, je voudrais terminer. Je crois que là, même s'il y a d'autres impôts, je crois que contrairement à l'objectif affiché de cette réforme, je crois qu'on joue avec le consentement à l'impôt et le pacte républicain. Voilà, c'est tout. Monsieur Grèze.
Oui, bon, qu'on ne se trompe pas de débat pour ce qui concerne la CFDT, prélèvement à la source. Nous ne disons pas que le prélèvement à la source doit être stoppé. C'est pas le sujet. C'est le projet, nous l'avons dit. Le projet tel qu'il nous est présenté ne nous satisfait pas. Complexité, manque de moyens, et donc ça revient à ce que disait ma camarade Hélène Fauvel. Si à la fin c'est pour aboutir à un gâchis, et ça a été dit aussi, à un désamour du citoyen par rapport au consentement à l'impôt, là on sera tiré une balle dans le pied, et c'est la chose qu'on redoute, entre autres. On a quand on parle de réforme fiscale également, bien sûr qu'on devrait aller vers sans doute un impôt individualisé, alors que le système actuel vise un impôt par foyer fiscal. Mais il n'empêche pas, en termes de complexité, que tous les systèmes, quels qu'ils soient, et je ne rentrerai pas dans la France ou pas la France, si on entre dans ce débat, on va rentrer dans un débat sur l'histoire de la structuration fiscale, militaire et autres, et constitutionnelle de chacun des États, et évidemment, c'est pas ce que je souhaite ici et maintenant. Mais je pense que c'est un faux procès. Néanmoins, la régularisation à la fin, c'est la DGFiP qui le fait et qui le fera, quel que soit le système. Par rapport au caractère obligatoire au nom de la mensualisation, nous, on n'y voit pas de difficulté, puisque la DGFiP, de manière unilatérale, a décrété que toutes les déclarations seraient dématérialisées sans que ça fasse une révolution dans la rue. Si cette obligation arrivait maintenant, je ne vois pas bien qui s'y opposerait à terme. Sur le dialogue social, eh bien, nous avons dit très exactement au ministre et au DG, mot par mot, ce que nous vous avons dit aujourd'hui. Complexité, manque de moyens et échec à terme. Et nous le disons de manière éminemment non politique. Nous le disons parce que nous pensons à nos camarades qui travaillent dans les services et qu'on voit bien qu'il faudrait s'éviter une perte d'efficacité sur ce sujet-là. Parce que par rapport au futur, pour faire un peu de futur, on voit un certain nombre de candidats qui nous parlent pour le futur justement proche, 6 mois, 7 mois, d'une suppression de 300 000 emplois, et la DGFiP, c'est que 106 000 emplois. Donc on se dit, avec ce qui s'est passé dans les jours, et là je renvoie aux politiques. Bon, parce que si on veut que notre administration fonctionne par rapport aux différents acteurs, que ce soit des contribuables, que ce soit des entrepreneurs, etc., il faut des agents efficaces, des agents bien traités, des agents qui aient des conditions de travail satisfaisantes. Et puis, parce que je l'ai déjà dit, mais cette nouveauté entraîne que souvent nos guichets, la DGFiP est investie dans notre rôle, et un rôle dont elle ne peut pas se départir malgré que, parce que souvent les questions qui sont posées, elles ne sont pas que fiscales, elles sont aussi sociales, elles sont aussi... Souvent, la DGFiP, pardon, je suis un ancien du Trésor public, est le dernier point de service public qui est là, auquel d'ailleurs, légitimement, les élus sont attachés. Et donc, on fait un petit peu plus que, vous savez, le travail prescrit et celui qu'on fait au réel. Et donc, on a un aspect social qui est là. Donc, nous, ce qu'on en pense, c'est que la situation actuelle, elle n'est pas satisfaisante, mais pas satisfaisante du tout, que les promesses qui nous sont faites en termes de programmes électoraux ne sont pas satisfaisantes non plus, comme fonctionnaires et ce qu'on peut en dire comme citoyens, et que la réforme telle que nous du prélèvement à la source telle qu'elle nous est proposée, eh bien, ça va dégrader encore les choses, et ça a été dit autour de la table, évitons-nous un gâchis inutile. Merci. Voilà pour cette audition des syndicats représentant l'administration fiscale. Ils se sont donc exprimés devant les sénateurs de la commission des finances. Et vous l'avez vu, ils sont très dubitatifs vis-à-vis de cette grande réforme annoncée par le gouvernement, le prélèvement à la source, une réforme qui entrera en vigueur à partir de janvier 2018. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les séances et toutes les auditions sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur la chaîne parlementaire.